Et il a accepté, à l'issue de son mandat de président, de prendre la responsabilité d'envoyé spécial du 4P et d'être justement de présider ce comité de suivi. Et donc, président Macky Sall, en vous remerciant d'avoir accepté cet engagement et en vous félicitant, je vous cède la parole. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Chers collègues, mesdames et messieurs à vos rangs respectifs, je voudrais d'abord saluer le leadership incontestable du président Emmanuel Macron et son volontarisme sur des sujets majeurs qui marquent aujourd'hui les préoccupations de la planète. Ces sujets ont pour nom la paix, le climat, le développement, l'inclusion financière. Et vous jouez un rôle essentiel. Je voudrais vraiment marquer ce point, parce que souvent aussi on passe très vite sur les réussites, parce qu'on ne veut pas le dire. Je tiens à le dire ici très solennellement. Je voudrais également saluer les interventions pertinentes que nous avons écoutées ce matin, les panélistes pour les échanges intéressants, les acquis depuis le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial et les perspectives en direction de la COP28. Saluer également notre jeune Libanaise pour son engagement, son optimisme, et saluer tous les leaders qui ont pris la parole avec pertinence et qui disent tous la même chose. Il nous faut changer de paradigme, il nous faut aller de l'avant. S'agissant du suivi des conclusions du sommet, je crois que si nous voulons sortir des chantiers battus, il nous faudra être à la fois volontariste, comme vous l'êtes, volontariste et réformateur pour changer de paradigme. C'est par volontarisme que le G20 a pu admettre l'Union africaine en son sein. Et je dois également féliciter les deux leaders, les premiers qui ont soutenu cette position lorsque je l'ai posée en Allemagne, lors de la réunion du G7, c'était toi, Emmanuel, et Charles Michel. Ensuite, tous les leaders du G20 ont soutenu cette initiative qui a pu être actée au bout de 13 mois. 13 mois entre la demande et l'adhésion. Donc, c'est dire qu'il est possible de faire des changements. Le Fonds monétaire international vient de le prouver également lors des dernières assemblées générales à Marrakech, où on a décidé de l'augmentation des ressources du fonds de façon substantielle et aussi d'octroyer un troisième siège à l'Afrique. Je pense très bientôt, lors de la réunion des gouverneurs en décembre, on pourra augmenter les quotes-parts. Bravo, Kristalina et toute l'équipe du Fonds monétaire. Ça veut dire que quelque chose est en train de bouger. Depuis 1946, on n'a pas senti le rythme qu'on a senti ces 3 dernières années, depuis la Covid. Il y a eu des progrès. Ils ne sont pas suffisants, c'est certain, mais il y a eu des progrès. Il faut les mesurer, les amplifier et faire en sorte que nous puissions atteindre nos objectifs. Alors, voilà 2 bonnes raisons, c'est-à-dire le G20 l'a prouvé, le Fonds monétaire l'a prouvé, la Banque mondiale est sur la voie, et je salue également l'action du président Ajaï ainsi que de la Banque et de toutes les banques multilatérales. Il est possible de réformer l'architecture financière mondiale. Tout est question de mentalité et d'engagement politique, surtout des pays du Nord. C'est elles, comme ils l'ont fait dans le cadre de l'allocation ou de la réallocation des DTS, on a bien vu que lorsque la décision a été prise, la mesure a suivi. Donc il est possible de faire ces progrès. Et au fond, ce qu'on demande, ce n'est pas une révolution. Nous ne demandons pas la révolution, mais nous demandons une évolution. Évolution des mentalités, évolution de la gouvernance économique,
et financière mondiale afin qu'elle soit plus inclusive et qu'elle reflète mieux les réalités du monde d'aujourd'hui. Et cela nous éviterait cette confrontation, cette fragmentation, diraient certains, entre aujourd'hui ce qu'on voit dans les BRICS, le G7. Or, la solution n'est pas dans la confrontation pour les pays en développement. La solution est dans la réforme des institutions multilatérales. Donc, travaillons vers cette évolution et vers ce changement des mentalités. Changer les mentalités, les paradigmes, c'est l'objectif du sommet de Paris, et tu l'as rappelé, Emmanuel, qui était de baliser la voie pour la réforme du système financier international, mais également l'amélioration de la protection de la planète et la mobilisation de ressources en faveur des pays les moins nantis par des financements à faible coût. Et pour nous du Sud, aujourd'hui, vraiment, notre combat, ce n'est pas tellement l'aide publique au développement. Certes, il faut encore faire des efforts, mais là, le besoin est tellement important qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes avec l'aide publique au développement. Pour nous, il faut réfléchir ensemble sur des mécanismes de mobilisation de plus de ressources à des conditions plus adoucies. Mia Modley l'a dit, il nous faut emprunter sur de plus grandes durées, il nous faut rembourser sur des délais plus longs, il nous faut des taux d'intérêt plus bas. C'est tout ce que nous demandons. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'un des leviers sera de modifier les règles de l'OCDE sur le crédit export, en plus de toutes les techniques que nous pourrons mettre ensemble sur le blending finance entre les crédits concessionnels, l'argent du secteur privé, mais aussi les crédits export si on allonge les durées de remboursement. Et si on revoit les critères sur les primes d'assurance, parce que toute la question de la cherté du crédit, c'est l'assurance, risque. Une assurance fondée sur une perception qui n'est pas toujours exacte, puisque tous les pays africains ici présents, tous les pays du tiers-monde payent leurs dettes, quelles que soient par ailleurs leurs difficultés. Il peut y avoir qu'il y ait un petit retard, mais ils payent leurs dettes. Donc le risque, il faut le relativiser. Il faut le relativiser, et c'est là, je crois, une des clés pour pouvoir mobiliser davantage de ressources et aider les pays en développement à davantage accélérer leur processus de développement. Alors je terminerai sur un point, c'est vraiment les efforts de l'OCDE sur les congés fiscaux abusifs. Vous savez, dans les pays en développement qui sont en général riches en ressources minérales ou hydrocarbures, nous avons hérité ou obtenu ou fait par incitation des systèmes d'exonération fiscale. C'est les congés fiscaux, au lieu des taxes. Et donc les compagnies qui viennent exploiter les ressources du sous-sol ne payent pas les impôts ou payent presque très peu de ressources sur les richesses qui sont créées sur place. Alors, l'OCDE a travaillé beaucoup sur les BEPS pour éviter cette évasion fiscale, ces congés fiscaux abusifs. Et là, nous aurons aussi, si nous arrivions à résoudre cette équation, à mobiliser énormément de ressources pour les pays qui sont les pays pourvoyeurs de ces ressources naturelles. Et enfin, je crois que c'est le président Nana Akufo qui l'a dit, mais la question du climat aussi, c'est une question de justice. On ne peut pas décemment demander à des pays où la moitié de la population, la moitié, n'a pas accès à l'électricité, qui ont des ressources de leur sous-sol, du gaz en abondance, leur dire vous ne pouvez pas l'exploiter. Nous n'allons pas financer l'exploitation de votre gaz puisque ce sont des ressources fossiles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant ce temps, ce gaz, il est liquéfié, mis dans des bateaux pour aller alimenter l'énergie du Nord. Donc c'est là où il y a quand même une injustice qui est criarde et qui nécessite quand même de remoduler et de rééquilibrer un peu cette question du financement de l'énergie fossile. On ne peut pas juste nous dire
parce que c'est de l'énergie fossile, on ne peut pas, pendant que le Nord continue aujourd'hui, au moment où je parle, à utiliser même le charbon. Alors donc, cette question de la transition mérite d'être revue. Bien sûr, je salue les efforts qui sont faits dans le JETP, qui est vraiment un système où le G7 a mis en œuvre des moyens importants pour accompagner la transition énergétique des pays du Sud. Le Sénégal en est bénéficiaire, merci Emmanuel, et tous les pays du G7 qui nous accompagnent. Mais moi, je parle au nom de toute l'Afrique et de tous les pays en développement qui souffrent du manque de ressources, qui ont parfois des ressources naturelles, qui doivent rattraper leur retard, qui doivent aussi participer à la sauvegarde de la planète. Et donc, ensemble, trouvons les moyens pour vraiment sauver notre planète et être plus inclusif. Et pour terminer, je voudrais vraiment, Monsieur le Président, vous dire merci, ainsi que tous ceux qui ont bien voulu me donner cette charge d'envoyé spécial pour le suivi du pacte de Paris pour les peuples et la planète. J'accepte avec honneur et humilité cette charge et croyez-moi, je ferai de mon mieux pour apporter ma contribution dans ce combat que nous avons en commun. Je vous remercie. Merci. J'appelle maintenant pour une photo de famille la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, le président du Conseil européen, Charles Michel, de même que le président de l'AIIB, Tin Netju, et M. Nkasing. Voilà. And I will ask you to remain seated at this point. Et restez assis, s'il vous plaît. Prime Minister De Croo still here? No.